Salut à toi, qui va là, je suis le druide moderne. Et sois le bienvenu pour ce 4e concept du délirium. Ici nous allons tenter de définir le concept de prolétarisation. Dans le sens courant, un prolétaire désigne quelqu'un de pauvre, un individu des classes les plus basses. Dans la théorie marxiste, il est précisé que le prolétaire serait l'individu qui ne possède que sa force de travail, qu'il vend aux bourgeois, qui lui, est celui qui possède les moyens de production. Bernard Stiegler a repris ce concept, et il l'a précisé, et modifié, en proposant de penser que la prolétarisation serait le fait, pour un individu, de perdre un savoir, dans le rapport qu'il entretient avec une technique ou une technologie. C'est-à-dire que certaines techniques ou technologies peuvent devenir si complexes, qu'elles incorporent et mettent en œuvre des savoirs, au point que leurs utilisateurs n'ont plus besoin de les porter eux-mêmes, et ils peuvent s'en trouver dépossédés. Les techniques ou les machines finissent par en savoir plus que les humains. Ça n'est plus l'individu vivant qui possède la capacité à articuler les gestes, les comportements, ou les éléments théoriques, mais les machines. En fait, les machines ne savent rien d'elles-mêmes, mais un savoir est toujours extériorisé, et nous pouvons les intégrer à un dispositif technique, et s'en trouver dépossédés en retour. Le prolétaire, terme issu de prolès, qui signifie reproduire, ne peut que reproduire les choses telles qu'il les reçoit, sans y apporter de changement, modification, personnalisation, innovation, qui serait la preuve d'une véritable maîtrise de la technique ou technologie, ou d'un véritable savoir les concernant. Un médecin peut être prolétarisé s'il utilise mal par exemple un outil d'aide au diagnostic, si la machine finit par en savoir plus que lui, ou s'il s'en remet uniquement à la prescription de molécules chimiques. Un médecin peut être prolétarisé par les antibiotiques et Big Pharma. Autre exemple, on peut se voir prolétarisé par l'utilisation de son GPS, en désapprenant à lire une carte. Ou alors on perd des capacités orthographiques en utilisant un correcteur automatique. On peut donc perdre un savoir, se trouver prolétarisé, du fait d'un usage technique sans pour autant appartenir aux classes basses de la société. A priori, la prolétarisation peut toucher les 3 types de savoirs. Il y a par exemple eu une forte prolétarisation des savoir-faire lors de la révolution industrielle. Avec l'utilisation de la force motrice de la vapeur, et celle de l'électricité ensuite. Pour dompter ces puissances, les ingénieurs ont dû automatiser les machines, et les ouvriers, qui étaient jusque-là les opérateurs de leurs outils, sont devenus les servants des automates. Cette prolétarisation des ouvriers s'est accentuée avec l'organisation industrielle du travail, Taylorisme et Fordisme. Ces transformations ont multiplié la productivité, mais ont réduit à peu le savoir nécessaire pour pouvoir travailler dans les ateliers, ce qui a permis de baisser les salaires. Si on associe la prolétarisation à la pauvreté aujourd'hui, c'est peut-être parce que ce sont les classes basses qui ont été privées de leur savoir les premières. La prolétarisation des savoir-vivre est apparue, en Europe par exemple, dans la seconde moitié du XXe siècle, avec la généralisation des industries culturelles centralisées, les chaînes de télévision et de radio, et le développement du marketing. En auxiliaire des industries productivistes, les industries culturelles ont transformé les habitudes des gens pour écouler le surplus de marchandises. C'est Édouard Bernays, le neveu de Sigmund Freud, qui s'appuya sur les théories de son oncle, à propos des désirs inconscients, pour développer la propagande commerciale. L'industrialisation de la culture au XXe siècle a uniformisé les comportements pour ouvrir des marchés.
Les industries culturelles auraient pu diffuser des savoirs, mais elles ont surtout servi à diffuser des messages publicitaires, pour remplacer ou renouveler les modes de vie, dans le but d'écouler les surplus de la production industrielle. Cela permit d'éviter les crises de surproduction, mais changeant les habitudes des individus, l'industrialisation de la culture a détruit les savoir-vivre traditionnels, bouleversant les relations familiales par exemple, pour faire vendre, et abîmant les structures mentales en général. On tâchera de développer cela en traitant du concept de « misère symbolique ». Ce fut par ailleurs très bien résumé par l'ancien directeur de TF1, Patrick Lelay, qui déclara que son métier consistait à « vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola ». Contrairement au savoir-faire, qui toucha surtout les employés, nous sommes tous, plus ou moins, touchés par ce phénomène de destruction des savoir-vivre, et notamment les enfants, étant tous pris dans le système, hyper-industriel, où la culture, et les modes de vie, sont systématiquement exploités à des fins commerciales. La prolétarisation des savoirs théoriques est peut-être plus délicate à décrire, car elle peut être de deux ordres. Soit elle concerne les outils automatisés d'assistance aux chercheurs, les outils de recueil de données, de prise de mesures qui s'automatisent, et qui deviennent ainsi des boîtes noires, qui permettent aux chercheurs de produire rapidement et efficacement des données mais qui leur enlèvent la capacité de vraiment contrôler leur production. On pense à certains microscopes automatisés qui sont efficaces et faciles d'usage, mais qui ne permettent plus d'avoir un contrôle total sur la qualité des images. Pendant un temps, avec la vogue du big data, certains ont même présagé la fin de la théorie, c'est-à-dire la possibilité qu'on se passe complètement de modèles théoriques, pour en référer uniquement à des calculs statistiques, basés sur des masses de données. Ainsi, en automatisant les calculs, la prise de mesure, voire la prise de décision, les chercheurs peuvent se voir tellement assistés, qu'ils en perdent le sens de leur travail. La prolétarisation des savoirs théoriques pourrait également se faire du fait d'automatismes, qui ne seraient plus exactement machiniques mais plus pervers, et qui sont à l'œuvre dans la pensée même, et dans le fait que l'on ne sache pas interroger à fond la pertinence des concepts que l'on mobilise, et que, se pensant sachant, il ne nous vient pas toujours assez à l'esprit que l'on puisse être en fait borné par ceux-là même qui nous permettent de penser, à savoir les concepts eux-mêmes. C'est-à-dire que les concepts sont source de savoir, nous permettant de discerner, et de lier, des éléments du monde, mais ce faisant, ne nous cachent-ils pas d'autres potentiels ? Les pensées que les concepts rendent possibles, ne sont-elles pas autant d'écrans pour d'autres idées ? Et lorsqu'on pense une chose, on oublie forcément le reste. Les concepts sont d'ailleurs des constructions humaines, trop humaines probablement, et certainement anthropocentriques par nature. Nous tâcherons d'y revenir. Pour tenter maintenant une synthèse à propos de la prolétarisation, on peut noter plusieurs points. On remarque d'abord que, plus une technologie sera puissante et aura les capacités à nous venir en aide, plus elle intègre de savoir, plus elle aura également un caractère ou un potentiel prolétarisant, et pourra faire perdre ses capacités à l'utilisateur. Dans la vidéo sur les savoirs, nous avions déclaré qu'un savoir était la capacité à associer des éléments du monde entre eux. La prolétarisation, l'extériorisation des savoirs, serait ce qui prive les individus de la capacité à faire ces liens, entre les choses, et entre les gens. La prolétarisation aurait donc naturellement tendance à affaiblir les liens sociaux de transmission des savoirs. Dans la vidéo sur l'économie pulsionnelle, nous avions dit que c'étaient les savoirs qui permettaient à l'individu de différer l'assouvissement de ses pulsions. Ainsi, un individu prolétarisé
saura difficilement lier ses pulsions et en cherchera l'assouvissement direct. Il aura peut-être plus tendance à l'agressivité, et à l'agressivité sexuelle en particulier. Si les savoirs apportent du plaisir, de la saveur et donnent du sens à l'existence, la prolétarisation produira logiquement, au contraire, des sentiments tristes et déprimants. Enfin, selon la théorie de l'individuation biotechnosociologique, les savoirs seraient vitaux pour un individu humain, car ils font les liens entre la biologie, la technologie et le social. La prolétarisation viendrait briser ces liens, et provoquerait donc la déshumanisation, qu'on préfère appeler désindividuation, qui, dans certains cas extrêmes, mènerait plus ou moins directement à la mort. On note donc beaucoup de points négatifs à la prolétarisation. Mais, d'une certaine manière, on remarque que quand une technologie nouvelle apparaît et remplace une technologie existante, la nouvelle technologie a tendance à faire disparaître les savoirs qui étaient liés à la technique précédente, mais elle permettrait de faire apparaître des savoirs nouveaux. La prolétarisation ferait aussi partie de la vie. Et, une période de prolétarisation, provoquée par une innovation, appellerait en fait, après une période de crise, une nouvelle période de production de savoir. C'est ce que nous tâcherons de penser, par la suite.